toutes, bonjour à tous. Alors je souhaiterais d'abord remercier les deux organisatrices des Midi de l'Antiquité pour m'avoir invité pour présenter mes recherches, ou tout du moins une partie de mes recherches consacrées aux fonctions et à la matérialité du tabularium civique et militaire. Alors avant toute chose, je voudrais juste apporter une petite précision quant au titre qui a été modifié depuis notre prise de rendez-vous. Donc je parlerai ici plutôt d'un édifice administratif plutôt qu'un bâtiment d'archives. Alors, le mot tabularium dérive du latin tabulae, donc employé par les auteurs anciens dans des sens divers, comme tablette à écrire, livre de compte, archives publiques, affiche ou table affichée, et il est complété par un suffixe locatif en arium. Sa signification littérale serait donc celle d'un emplacement physique, autrement dit d'un lieu ou d'un édifice où sont entreposés, voire affichés des documents publics. Alors cette première définition qu'on peut en faire est confirmée d'emblée par l'existence de dédicaces de construction, de restauration ou d'autres mentions épigraphiques diverses. Le tabularium est ainsi attesté en tant que bâtiment dans différents contextes. À Rome d'abord, mais aussi dans les cités localisées dans les provinces, les camps militaires, et aussi les stations douanières chargées de la perception des droits de douane et de péage. Donc vous en avez un petit exemple en bas à droite. La construction d'un tabularium dans la station de péage de Drobeta en Roumanie. Voilà une petite carte de répartition des camps militaires, donc les carrés rouges, des cités, le rond bleu, et des stations douanières, l'étoile jaune, où vous avez donc une dédicace ou une mention d'un édifice répondant au nom de tabularium. Toutefois, on peut également envisager l'utilisation du mot dans un sens plus abstrait pour désigner un service au sens large du terme ou un ensemble de documents. En effet, on sait que le gouverneur d'une province possédait son propre tabularium et qui comprenait des archives essentiellement civiles, et qu'un procurateur provincial possédait quant à lui un tabularium abritant des documents de nature financière et fiscale. Or, pour ces derniers, il n'existe ni dédicace de construction, ni trace tangible des structures qui les ont abrités. C'est un peu finalement à l'image des archives de l'État en Belgique, le mot tabularium pourrait tout à fait désigner un service ou un ensemble de documents qui disposent de plusieurs bâtiments établis en différents endroits, en différents points du territoire. Le mot tabularium est employé principalement dans les provinces de langue latine pour désigner donc un édifice spécifique d'une cité. En revanche, dans les provinces de langue grecque, les cités tentent à conserver leurs anciennes institutions, mais aussi les modes de fonctionnement qui les caractérisent. Alors notamment dans les provinces hellénophones, le mot principal pour désigner un édifice d'archives est l'archéion, mais on en trouve toute une série d'autres comme grammatophylakéion, bibliothéké, bibliophylakéion, graphéion, nomophylakéion ou créophylakéion, qui ont des fonctions bien spécifiques. Par exemple, le nomophylakéion, on y entreposait spécifiquement les lois d'une cité. Il y a toutefois quelques exceptions, c'est notamment le cas de la colonie romaine de Dion en Macédoine qui adopte des institutions plus spécifiquement romaines et le latin dans ses inscriptions officielles. Pour les camps militaires, l'emploi du mot tabularium est systématique car la langue officielle de l'armée romaine est bien sûr le latin. Alors au niveau de la chronologie, vous voyez qu'une première mention dans les sources littéraires apparaît en 169 avant Jésus-Christ à Rome. Une première dédicace de construction vers 120, entre 120 et 80 avant Jésus-Christ à Formia, qui est un petit municipe d'Italie. Et une dernière dédicace, donc là une restauration en 368-370 dans un site archéologique de Tunisie dont le nom antique n'est pas aujourd'hui connu. Alors pourquoi entamer cette recherche ? Eh bien, durant mon mémoire de master que j'ai réalisé ici à Louvain-la-Neuve, qui était consacré au Forum en Afrique du Nord, j'ai eu l'occasion de remarquer que le tabularium apparaissait à plusieurs reprises dans l'épigraphie, mais qu'il ne faisait l'objet que de très courts commentaires. En réalité, je me suis bien vite rendu compte que les fonctions et les propriétés architecturales de ce bâtiment étaient mal connues. La première raison a été le clivage disciplinaire entre historiens et archéologues. En effet, l'étude du tabularium est intrinsèquement liée aux archives du monde romain, qui furent pendant longtemps l'apanage des philologues et des épigraphistes qui n'abordèrent donc que très peu la question de la matérialité d'un éventuel édifice. De l'autre côté, les archéologues n'ont pas automatiquement recours aux sources écrites, pouvant donner du sens aux vestiges mis au jour,
Et donc la méconnaissance finalement ou l'exploitation incomplète de celles-ci ont parfois mené à des identifications erronées basées sur de fausses suppositions. À cette raison s'ajoutent également d'autres difficultés, notamment le silence des auteurs anciens qui visiblement ne trouvent que très peu d'intérêt dans l'analyse des structures administratives. En outre, les dédicaces de construction découvertes hors contexte ne peuvent pas toujours être associées à des vestiges. Et en outre, également, en plus, nous venons de voir que la terminologie est parfois ambiguë et relativement polyvalente. Alors, pour illustrer ces difficultés, voici les vestiges d'un tabularium, du seul en fait tabularium civique identifié clairement par une inscription, qui se trouve à Muniga, au sud de l'Espagne. Et comme vous voyez, il n'en reste que les substructions et quelques assises en élévation, donc vraiment pas grand-chose. Alors, les principaux objectifs de mon étude étaient donc les suivants. Déterminer les modes de fonctionnement du tabularium à Rome, dans les cités provinciales et dans les camps militaires, c'est-à-dire les fonctions respectives, les catégories de documents entreposés, les modalités d'accès, mais aussi les tâches remplies par les fonctionnaires. Ensuite, analyser la façon dont ces modes de fonctionnement se traduisent dans la matérialité de l'édifice, c'est-à-dire son organisation architecturale, ses aménagements structurels ou encore son instrumentum, afin bien sûr de fournir aux archéologues les clés qui permettront éventuellement une identification sur le terrain. Confirmer ensuite, infirmer ou nuancer certaines identifications d'édifices, en particulier celles basées sur des arguments parfois très arbitraires. Et enfin, déterminer si le mot tabularium, pourtant appliqué à des édifices dont les fonctions générales sont théoriquement les mêmes, pouvait dissimuler éventuellement des spécificités donc liées au contexte ou à l'usage. Alors, l'analyse d'une typologie d'édifice repose généralement sur plusieurs exemples bien identifiés, soit par leur typologie significative, ou à défaut par une inscription découverte in situ, et qui autorise donc le chercheur à proposer une identification définitive du bâtiment ou de l'espace concerné. Or, comme vous venez de le voir ici, ce n'est pas vraiment le cas. Donc la meilleure solution pour moi était de croiser l'ensemble des sources disponibles, qu'elles soient archéologiques, vous voyez, sources écrites, donc philologiques, épigraphiques et aussi papyrologiques, et enfin les sources iconographiques. Toutefois, toutes ces sources ne pouvaient être valablement utilisées qu'en ayant une connaissance claire des rouages de l'administration romaine, toute une série de concepts d'institutions qu'il m'a fallu également étudier, ce qui ne transparaît pas forcément dans la thèse, mais en tout cas, voilà, c'est bien là. Dans le but de réaliser ce travail, donc les données concernant près de 200 sites civiques et militaires ont été rassemblées, parfois sans résultat, il faut bien l'admettre, on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche, mais aussi environ 250 inscriptions. L'ensemble a été complété aussi par plusieurs séjours à l'étranger, comme vous pouvez le voir ici, donc en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Suisse, en Algérie et aussi en Tunisie. Les 20 sites qui me paraissaient illustrer le mieux les divers points évoqués dans la synthèse ont fait l'objet d'une fiche de catalogue, alors que 49 inscriptions étaient intégrées à un dossier épigraphique. Toutes ces inscriptions ont été bien entendu transcrites, traduites et datées dans la mesure du possible. Toutes en tout cas ont été commentées dans ma synthèse. Ce travail, je l'ai finalement divisé en 3 chapitres qui correspondent aux 3 contextes investigués. Donc Rome, les cités d'Italie et les provinces, et les camps militaires. Je n'ai malheureusement pas pu étudier les tabularia des stations de douane, pour la simple et bonne raison que leurs inscriptions sont découvertes hors contexte et que je ne peux pas les associer, en tout cas pas pour l'instant, à des vestiges archéologiques. Alors voilà deux petites cartes dont vous ne verrez pas trop, je pense, d'où vous êtes là maintenant, mais avec une répartition à gauche plutôt des sites civiques qui sont mentionnés dans la certaine, en tout cas certains, et les sites militaires à droite, comme vous voyez, qui sont principalement localisés sur le limes de Germanie et de Récy. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc le tabularium à Rome pour commencer. À Rome, bien sûr, les données recueillies sont moins liées à l'architecture qu'à la topographie, puisque s'il est possible d'identifier, de décrire et de tracer l'évolution diachronique de grandes zones administratives, voire même parfois de localiser avec une précision relative l'un ou l'autre tabularium de l'URSS, l'étude de leur architecture se heurte à une absence de structure conservée, malheureusement. Cette partie, je tiens déjà à le préciser, a été tributaire des nombreuses recherches menées sur la topographie de la Rome antique, et donc avait principalement ici l'objectif de recenser des tabularia
attestés à Rome, de les replacer dans un cadre chronologique et de préciser éventuellement leur contenu, et dans la mesure du possible, des hypothèses quant à leur localisation. Alors bien entendu, le fonctionnement de la capitale de l'Empire et la complexité de son administration font de Rome une exception plutôt qu'un modèle. Des dépôts d'archives à Rome, il y en avait absolument partout, pas seulement dans des édifices spécifiques comme les tabularia, mais aussi dans les temples, aussi dans les entrepôts, les aurea, on le sait par plusieurs auteurs anciens, qui pour autant ne mentionnent pas la tenue d'un tabularium dans un temple, ou n'assimilent pas un temple à un tabularium ou un entrepôt à un tabularium. Donc le tabularium est vraiment un édifice spécifique, construit spécifiquement pour accueillir des documents. Alors il y en a 4 à Rome, que je vais passer en revue. Donc je vous fais un petit résumé ici sur ce slide-ci. Tout d'abord, le tabularium de ce qu'on appelle l'Atrium Libertatis, donc qui est le plus ancien tabularium connu et évoqué au cours d'un événement relaté dans l'histoire romaine de Tite-Live. Donc je vous mets l'extrait ici. Donc les censeurs montèrent aussitôt à l'Atrium Libertatis et après avoir fait sceller les registres publics, fermer le tabularium et renvoyer les esclaves publics, ils déclarèrent qu'ils ne s'occuperaient d'aucune affaire officielle avant que le peuple les eût jugés. L'Atrium Libertatis, on le comprend très vite, et par d'autres mentions également, abritait les bureaux des censeurs et au moins une partie des archives de ces magistrats. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de ce tabularium étaient gardés les plans et les registres relatifs à la guerre publicus, à la guerre campanus, ainsi que les archives du sens et probablement celles des locationes, donc des locations. L'emplacement de l'Atrium Libertatis et de son tabularium a fait l'objet d'un âpre débat. L'hypothèse, selon moi, la plus pertinente reste celle de Castagnoli, qui restitue au nord-ouest du Forum Iulium, derrière le temple de Vénus, sur l'enseignement qui relayait le Capitole au Quirinal. Donc ce que vous voyez, la flèche ne fonctionne pas, mais quelque part par ici. Il disparaît des sources vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, peut-être lors des travaux de creusement de l'enseignement entre de nouveau le Capitole et le Quirinal, débutés sous Domitien, et qui permettront plus tard, ce que vous voyez ici, donc la construction du forum de Trajan. Alors, après sa destruction, il n'est pas exclu que certaines archives sensoriales, comme la liste des citoyens libres, aient été entreposées dans le secteur nord du forum de Trajan, puisque ce dernier a visiblement hérité de certaines fonctions de l'Atrium Libertatis, en abritant notamment les cérémonies d'affranchissement et des bibliothèques. Un fragment de la Forma Urbis, que je pense vous devez plus ou moins tous connaître, en tout cas j'espère, montre d'ailleurs l'abside occidentale de la Basilica Ulpia, pourvue de la mention Libertatis. Alors vous ne le verrez pas très bien ici, mais donc ici en rouge. Donc il y a des chances qu'une partie des fonctions de l'Atrium ait été récupérée par le forum à ce moment-là, par le forum de Trajan à ce moment-là. Alors le tabularium sans doute le plus connu est l'ensemble imposant qui sert de toile de fond au forum romain. Alors je dis tabularium entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pendant des décennies, il a été identifié comme le tabularium central de la cité dans la plupart des guides archéologiques de la Rome antique, vous pourrez encore le voir d'ailleurs. Or l'administration, on le voit, et les archives sont décentralisées à Rome, ce qui n'a pas vraiment de sens. L'identification repose sur une inscription que je vous ai mis à droite de l'image, qui a été découverte et transcrite pour la première fois en 1378, donc durant le Moyen-Âge, puis une seconde fois un peu avant 1448. Elle était autrefois visible à l'intérieur du Palazzo Senatorio, donc sur lequel le Palazzo Senatorio qui s'est installé sur les ruines de ce tabularium entre guillemets. L'inscription toutefois était perdue vers la fin du XVe siècle. Pourquoi ? Parce que le Palazzo Senatorio a fait l'objet de restauration sous Sixte VI, et donc qu'à partir de ce moment-là, vraisemblablement, l'inscription qui était toujours en place a été camouflée, en tout cas par ces restaurations. Donc on ne sait pas exactement, enfin, on peut imaginer, on peut, comme vous allez le voir, déterminer plus ou moins son emplacement, mais pas exactement. Alors le consul mentionné dans l'inscription ici, donc Quintus Lutatus Catulus, était donc conçu en 78 avant Jésus-Christ, donc on peut dater le bâtiment plus ou moins vers cette période. Alors notamment grâce aux travaux menés par plusieurs archéologues italiens, il faut aujourd'hui en réalité admettre que le tabularium ne correspond pas à l'ensemble du complexe, mais seulement à une partie qui fut donc ultérieurement intégrée dans le palazzo. En réalité, non pas une, mais 3 inscriptions peuvent être mises en relation avec le complexe édifié par Quintus Lutatus Catulus.
L'inscription dédicatoire que je vous ai donc placée ici en 1 se trouvait, donc on peut la situer globalement, se trouvait donc dans l'angle nord du complexe qui aujourd'hui est complètement recouvert par donc, ces aménagements du XVe siècle, 15e, 16e siècle. Il est donc probable que le tabularium n'occupait qu'une partie de l'édifice, donc que nous désignons globalement aujourd'hui par ce même mot. Alors, à quoi pouvait-il servir? Alors, plutôt qu'un tabularium central, ce dépôt construit sous le consulat de Quintus Lutatius Catulus devait être destiné à accueillir des documents d'une institution ou d'une magistrature se trouvant à proximité. Filippo Coarelli avait déjà souligné que les salles localisées dans l'aile nord-est, que vous voyez ici encadrées en rouge, étaient mises en communication avec un édifice au sud-ouest grâce à un étroit corridor courant sous la Via Tecta. Donc, l'édifice est marqué par une flèche en bas à gauche. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il a été remplacé à une période ultérieure par ce qu'on appelle le portique des dieux conseillers. Mais en tout cas, voilà, il y avait un cheminement entre ce bâtiment et ces salles. Coarelli a donc proposé d'interpréter ce dernier, donc ce bâtiment-ci, comme une extension de l'aérarium, donc qui se trouve dans le temple de Saturne juste en face, donc le trésor de la ville, dont la fonction était d'abriter parmi d'autres choses les lingots de métal et les monnaies frappées dans l'officina moneta. Donc on sait que ces officina étaient placés à proximité du temple de Junon Moneta, donc qui se trouve quelque part sur l'arc. Je vous montrerai un plan tout à l'heure. Et donc on restitue les ateliers monétaires dans cette salle-ci, et éventuellement un tabularium donc, qui gérerait toute la documentation produite par ces ateliers monétaires. Donc c'est une hypothèse, malheureusement qu'on ne peut pas vérifier, mais qui, en tout cas selon moi, me semble tout à fait plausible. Alors, un troisième tabularium est connu grâce à 6 diplômes militaires, donc on appelle aussi en latin Tabula Honesta Missionis, datés entre les années 85 et 88 après Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'une Tabula Honesta Missionis? C'est ce qu'on appelle aussi parfois en français un diplôme. Ce sont 2 plaques de métal, 2 plaques de bronze, qui sont données à un soldat à la fin de son service militaire. Donc ça peut varier après 20-25 ans en fonction des types d'unités, en fonction des époques. Donc on lui octroie des terres, on lui octroie parfois la citoyenneté s'il ne l'a pas encore. Et on mentionne, donc on lui donne un exemplaire, et un autre exemplaire est gardé à Rome et affiché sur des monuments publics. Donc comme vous avez une partie de ce document transcrit, donc Descriptum et Cognitum, donc copié et certifié à partir de la table en bronze qui se trouve affichée à Rome, alors là on le précise, au Capitole, au Capitolium, et sur la partie droite du Tabularium Publicum. Donc on voit ici que, alors il y en a plusieurs d'autres qui mentionnent la partie gauche, la partie droite. Donc en tout état de cause, la mention de ces côtés implique forcément l'existence d'un édifice rectangulaire qui pourrait être éventuellement architecturalement indépendant. Alors, il est fort probable que la localisation, donc, comme nous venons de le voir, in Capitolio, renvoie à une zone précise et non à toute la colline du Capitole, que vous voyez ici représentée. Donc vous avez l'ensemble de la colline, avec ces 2 sommets, l'arc sur la droite de l'image, le Capitolium à gauche, et alors une dépression, l'Intermontium ou l'Asylum. Les diplômes militaires sont répartis sur le Capitolium, sur des édifices se trouvant dans l'Area Capitolina, donc à gauche, qui est un vaste espace sacré entourant le temple de Jupiter capitolin. Donc on peut postuler que ce bâtiment se trouvait dans cette zone à proximité du temple de Jupiter. Quelle catégorie de documents pouvait-il être entreposé dans ce tabularium? Dans cette terre sacrée en tout cas. Alors on sait que durant la République et même l'Empire, sous la protection de Jupiter capitolin, étaient conservés de nombreux documents relatifs aux relations que les Romains entretenaient avec les peuples étrangers, mais aussi les accords internationaux passés avec les nations étrangères. Donc il y a notamment le temple de Fidès qui se trouve à proximité du Capitole et on s'en servait comme lieu d'affichage pour des traités. On sait également par un texte de Suétone qu'à l'époque de Vespasien, l'incendie qui va détruire une partie du Capitole va aussi détruire 3000 tables de bronze qui intègrent les plus anciens traités de Rome passés avec les nations étrangères, dont Carthage. Enfin, on a encore une autre attestation de la fin de la République, vers l'année 40, si je ne me trompe pas, où Hérode est fait par les Romains roi des Juifs, un décret rendu dans ce sens au Sénat,
Et Octave, Marc-Antoine et Hérode montent tous les trois au Capitolium pour déposer le décret. Donc, ce qui montre bien qu'il y avait également un dépôt à cet endroit-là. Alors, un quatrième tabularium est mentionné dans la table, ce qu'on appelle la table d'Esterzili, qui est une grande table en bronze découverte en Sardaigne, et qui contient la médiation d'un proconsul qui s'appelle Helvius Agrippa, au sujet d'un contentieux territorial entre deux populations locales, donc qui se disputent un territoire. On y mentionne explicitement ce qu'on a, un tabularium principis, qui apparaîtra aussi dans deux textes d'arpenteurs romains de l'époque de Trajan, Siculus Flaccus et Hygine. Ce tabularium constituait visiblement une section de la chancellerie impériale, leur mot renvoyant bien évidemment au princeps. On l'a parfois associé aux archives impériales d'une manière générale, ce qui est, à mon avis, faux, puisque le hasard faisant parfois bien les choses, les trois témoignages qui nous renseignent sur son contenu convergent tous dans la même direction, puisqu'ils concernent toujours les tabulas et les formats, donc des registres finalement et des cartes, qui sont relatifs donc, donc les formats agorum, à la guerre publicus, etc. Donc autrement dit, ce sont des archives cadastrales de l'Empire. Rien n'indique d'ailleurs que d'autres types de documents y étaient conservés. Rien n'est sûr non plus sur ça. Et la chronologie de ce bâtiment, c'est qu'il existait forcément le 18 mars 69. Quand a-t-il été construit, enfin, ou du moins quand ce service a-t-il été aménagé, quand a-t-il disparu, ça on n'en sait absolument rien. Quant à sa localisation, c'est pareil. On peut postuler éventuellement que ce tabularium se trouvait avec la chancellerie et la plupart des bureaux sur le Palatin, mais encore une fois, on ne peut pas en être sûr. Donc on voit vraiment ici à Rome une série de tabularia. On ne les connaît pas tous, il y en a visiblement d'autres, qui sont répartis à différents points, qui s'occupent d'une cas d'archives qui ont l'air relativement particulières. Alors, le tabularium peut aussi être établi dans les cités, qui sont dotées d'une administration civique calquée sur le modèle romain. Ça peut être une colonie, un municipe ou une, entre guillemets, simple civitas. Aucune mention, par contre, dans les agglomérations secondaires présentes dans les provinces, donc, qui sont, elles, par contre, théoriquement dépourvues d'administration civique. Alors, le rôle de ce tabularium, il y en avait généralement, en tout cas, ce qu'on peut en dire, il n'y en avait qu'un par cité. Le rôle principal est l'enregistrement et la conservation des documents publics, donc rédigés sur différents supports, comme des tablettes, des rouleaux de papyrus ou encore des codex. À savoir qu'il était obligatoire pour une cité romaine d'enregistrer scrupuleusement ces documents normatifs et financiers, mais surtout de veiller à leur intégrité. Alors certains exemples m'ont montré que les documents pouvaient être conservés dans la cité durant plusieurs dizaines d'années et retrouvés sans difficulté. Il est possible d'établir, donc, comme vous voyez ici, une liste, alors j'insiste, théorique, des catégories de documents entreposés dans ce tabularium. Toutefois, je précise également que rien n'indique que le contenu ait été le même d'une cité à l'autre, ou même que l'ensemble des documents ici présents aient été chaque fois conservés au même endroit. Il s'agit en tout cas de documents, surtout de documents placés sous le contrôle des décurions, qui se rassemblent fréquemment dans la curie de leur cité. Ils forment ce que l'on appelle l'ordre des décurions, qui n'est ni plus ni moins l'équivalent du Sénat, l'équivalent local du Sénat de Rome, donc dans les cités. L'ordre decurionum, comme on l'appelle en latin, doit entre autres gérer les finances publiques, le territoire de la cité, assurer l'ordre public aussi, et les relations bien sûr avec le pouvoir central. Donc dans cette liste, vous voyez plusieurs choses, donc les décisions des décurions, bien évidemment, les comptes et les actes relatifs aux transactions de la cité, donc que ce soit des biens par exemple qui sont loués, que ce soit tout type de transactions, vraiment, donc les documents aussi relatifs à la gestion des biens publics, le cadastre local, donc qui était conservé à Rome mais aussi dans les cités, donc de nouveau les registres et les cartes, la liste des citoyens, les listes du recensement, liste des décurions, des magistrats, des prêtres et des agents municipaux, tout ça a été très réglementé, les serments des magistrats et des scribes, donc leur engagement pour la cité, la documentation relative aux diverses assemblées, les actes relatifs aux relations extérieures de la cité, donc que ce soit avec le pouvoir central ou d'autres cités éventuellement, et alors les actes impériaux, qui sont parfois envoyés par des lettres ou des édits.
Alors depuis l'époque impériale, le fonctionnaire qui administre ce service est nommé tabularius, ce qui n'est rien d'étonnant, hein. Forcément sa racine dérive également du mot tabulae et se rapproche très fortement du mot tabularium. Le terme est cependant ambivalent puisqu'il peut aussi désigner un agent financier de l'administration impériale à Rome dans les provinces. Je ne rentrerai pas ici dans les détails. Ici encore, la terminologie tend donc à masquer des fonctions qui dans le détail ne sont pas tout à fait similaires d'un contexte à l'autre pour un même fonctionnaire, du moins un fonctionnaire dont la dénomination est similaire. Dans la plupart des cas, malheureusement, le tabularius municipal se distingue par son statut d'esclave ou d'affranchi public, mais aussi par une nomenclature qui l'associe clairement à une cité ou à une collectivité. Comme vous voyez en dessous, il peut aussi être aidé par des adjoints, donc c'est la traduction littérale du mot adiutor, donc l'adjoint du tabularius. Cependant, ceux-ci sont assez rares, donc on peut imaginer que ce soit un bâtiment qui est géré par un très petit nombre de personnes, peut-être même une ou deux personnes maximum. Le tabularius remplissait des tâches diverses, qui sont évoquées, comme vous pouvez le voir ici, à droite, notamment sur une stèle funéraire d'un couple défunt de Dion, du IIe siècle, donc Dion en Macédoine. L'inscription qui couronne l'ensemble signale que le mari administrait le tabularium de la cité. Alors bien entendu, dans la tradition romaine, le défunt est parfois représenté par le biais de ses instruments de travail, ce qui est le cas ici. Or, l'élément essentiel, par sa place en haut du décor, sa dimension et son évocation aussi dans l'inscription, c'est une clé en métal que vous voyez tout au-dessus. Donc vous avez le carré rouge, c'est l'élément le plus vraiment au sommet, supérieur. Donc une clé en métal, caractéristique de la serrurerie romaine, donc dotée d'une tige, d'un anneau circulaire et terminée par un paneton. Alors bien évidemment, la valeur des documents conservés obligeait incontestablement à la plus grande vigilance, puisqu'on essayait régulièrement, on le voit dans les textes antiques, de falsifier, de voler, voire de détruire certains textes qui restaient une tentation forte, et par les personnes qui pouvaient avoir intérêt évidemment à les voir disparaître. Alors ce délit était pris très au sérieux, puisque on a des exemples. Une première fois, c'est des coups de fouet, et la récidive, c'est la peine de mort directement. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose d'important pour les Romains, garder une documentation saine. Alors le tabularius va bien sûr gérer et organiser les documents, enregistrer et classer ces documents selon des critères thématiques ou chronologiques. Là aussi, on en a la preuve. Ils vont parfois, alors dans certains cas, pouvoir copier des documents de moindre importance, pas les documents officiels, ça c'est la prérogative des scribes, qui sont employés par le municipe. Mais ils vont aussi pouvoir mettre à disposition, avec autorisation préalable, divers documents. Donc le responsable dans une cité, alors c'est généralement le questeur, on voit parfois aussi le doumvir, donc le magistrat, enfin un des deux doumvirs, donc les magistrats principaux de la cité. Et dans des cas un peu plus rares, on a aussi parfois un curateur nommé par l'empereur, surtout à partir de l'époque de Trajan. Donc à partir du moment où, par exemple, les documents sont mal gérés, que les finances de la ville ne se portent pas bien, l'empereur fait appel à un curateur qui l'envoie sur place et qui prend en tout cas en charge toute cette documentation. Alors, dans les cités provinciales, le tabularium correspond visiblement à une annexe de la curie municipale, donc l'endroit où se réunissent les décurions. Il assimile au moins une partie des écrits normatifs et financiers qu'elle produit. Dans les cités, l'association entre la curie et le tabularium paraît confirmée tant par l'épigraphie que par l'archéologie. Les dédicaces de construction, associant à plusieurs reprises les deux bâtiments, trouvent écho dans la planimétrie de nombreux ensembles monumentaux. Alors là, je vous ai montré un exemple justement de dédicace de construction où on voit bien, placé dans la suite de l'autre, la curie et le tabularium. Dans 80% des cas, c'est le cas pour le coup. Alors on trouve écho de cette association dans la planimétrie de certains forats. Donc ici je vous en ai mis 3, qui sont 3 forats d'Afrique du Nord, donc Gictis, Tamougadi et Cuicule, donc Algérie, Tunisie, où vous avez mis en bleu mauve la curie, qui est dans ce cas-là bien identifiée, et qui donne accès, ou du moins qui est muni de petites annexes en vert, qu'on peut éventuellement, en tout cas, identifier comme telles, comme un tabularium. Dans ces annexes, justement, on retrouve quelques découvertes ponctuelles. Donc ici à gauche,
pour l'exemple de Viroconium Cornoviorum, qui est un forum en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. On a comme ça une grande salle qui sert visiblement de curie et une petite annexe où a été retrouvée, vous voyez ici à gauche, des poignées de coffres, une série de charnières, mais aussi des plaques de verrouillage, des encriers en terre sigillée, bref, je vous passe les détails, mais toute une série d'artefacts qui en tout cas nous mènent vers cette conclusion. On peut également voir des aménagements structurels. Ici, c'est le cas à Guictis en Tunisie, donc c'est rarement conservé ce genre de choses, donc on a de la chance de les avoir encore maintenant, où vous avez une série de petites arcades. Alors, il faut imaginer bien entendu un mur derrière qui fermait le bâtiment. Des petites arcades sur lesquelles pouvaient être placés des meubles en bois ou des étagères, bien entendu. Donc ça, il y en a également en Angleterre. Alors je ne l'ai pas mis ici l'exemple de Pompéi aussi, le bâtiment, si vous avez un peu en tête le forum de Pompéi, si vous y êtes déjà allé. Vous avez au sud du forum un bâtiment qui présente une série de substructions avec une série on voit encore des clous au niveau du mur, et qui pouvait donc accueillir une série d'armoires. Plus rarement, on trouve également des documents en bronze. Donc dans le tabularium de Muniga que je vous ai montré au tout début, qui est le seul donc bien identifié, on a retrouvé une lettre de Titus, mais également un contrat de patronage. Donc c'est un notable qui va devenir le patron de la cité et qui va lui accorder certains, en tout cas essayer de lui accorder certains privilèges. Plus rarement, je vous ai mis en bas, donc on l'a déjà vu aussi au tout début, la Tabula Honesta Missionis, découverte à Viroconium Cornoviorum en Angleterre, donc dans la même salle où ont été découvertes toutes ces charnières. Alors on a parlé de la protection du bâtiment qui était un enjeu fondamental. On a également dans ces annexes des mesures de protection, donc qui témoignent d'une volonté de protéger le contenu du bâtiment. Ici vous avez un seuil marqué par l'emplacement d'une grille à gauche, alors je ne sais pas si vous le verrez de nouveau bien. Alors on en a plusieurs également, mais aussi à droite pour Viroconium, des protections de fenêtres. Alors à l'origine, quand je suis allé étudier ça au musée à Shrewsbury, ils pensaient que c'était un pivot de porte. Mais non, ici ce sont vraiment des étoiles en fer qui sont rivetées à des grilles métalliques et qui vont prémunir le bâtiment contre les intrusions. On en a en fait, on peut comparer ça, il y en a un peu partout. On a de mémoire à Augusta Raurica en Suisse, même plus proche de chez nous, à Tongres, si vous allez au musée archéologique, vous en verrez également. Alors dans la cité, lorsqu'il est construit comme unité structurellement indépendante, le tabularium se présente comme un édifice modeste, par son plan et son ornementation. La plupart du temps, il comprend une ou deux salles dont la surface totale varie entre 30 et 45 mètres carrés. Loin donc d'être ostentatoire, ces pièces ne semblent pas avoir reçu de programme décoratif particulier, une situation qui contraste souvent avec les salles adjacentes. On le voit notamment en Afrique du Nord, où vous avez vraiment ces salles qui ne sont absolument pas décorées, et toutes les salles autour ont des dallages de marbre, quasiment du sol au plafond. Donc c'est assez frappant. Les murs sont simplement enduits et le sol couvert d'un béton, parfois d'un mortier hydraulique. Ce constat ne doit en rien nous étonner, car ce bâtiment, au final, peu accessible, comme on l'a vu, pour le commandé mortel, ne remplissait visiblement aucune fonction représentative. Donc c'était vraiment un bâtiment fonctionnel qui était dédié à l'entreposage de documents. Toutefois, la construction d'un tabularium n'a jamais fait l'objet d'une prescription obligatoire. Dès lors, le service peut être tout aussi bien intégré à un espace polyvalent, donc qui rajoute encore une difficulté supplémentaire. Un petit exemple pour vous illustrer ça, le forum de Virtus Julia Ituki, donc en Espagne, qui se trouve en Andalousie, donc le sud de l'Espagne, où vous avez ici au nord-ouest un ensemble, donc les numéros 3 et 4, 3 étant la curie et 4 étant un vestibule qui est accessible à partir de la place. Dans ce vestibule se font face une alcôve que vous avez en bas et une exèdre que vous avez en haut. Alors, en bas, dans l'alcôve, les archéologues ont retrouvé des vestiges d'armoires en bois. Donc tout avait été calciné, encore avec des clous et des petites appliques, pardon. Une armoire qui faisait visiblement au moins 3,50 m de large. L'alcôve avait été bien imperméabilisée, donc vous pouvez encore voir des petits
petit vestige ici, donc par une grosse couche d'enduit sur lequel on est venu placer une série de plaques en terre cuite. Donc c'est un système d'imperméabilisation qu'on retrouve un peu partout, hein. Vous pouvez encore le voir aussi à Pompéi, mais même jusqu'en Gaule. Donc c'est assez fréquemment utilisé. Au nord, vous avez dans l'alcôve, par contre, ils ont retrouvé des clous qui appartenaient et des appliques qui appartenaient à un arca ferrata. Donc un coffre-fort, si vous voulez. Donc ici, ce qu'on a, on a dans un même espace la réunion de, on va dire, deux fonctions, deux bâtiments qui sont théoriquement différents, à savoir l'aérarium pour le trésor de la cité et le tabularium pour ses archives. Donc vous voyez, c'est pas toujours aussi simple. On pouvait réutiliser très bien un espace pour y aménager plusieurs fonctions différentes. Alors bien entendu, dans ce cas-là, on ne peut pas appeler ce vestibule tabularium puisque ce n'est pas sa seule fonction. Alors, troisième chose, le tabularium militaire cette fois. Donc plusieurs raisons évidentes, telles que la gestion des effectifs ou le calcul de la solde, justifiaient bien entendu la présence d'un service administratif à l'emplacement où étaient stationnés les divers corps de troupes de l'armée romaine. Ça va de soi. Les textes antiques sont essentiels pour saisir les principes d'organisation et le fonctionnement des composantes d'un camp romain. Cependant, leur intérêt pour des études plus spécifiques reste limité. Des études plus spécifiques, c'est-à-dire le tabularium là en particulier. Les auteurs comme Polybe, Flavius Joseph ou Hygin s'attardent peu sur l'administration quotidienne de l'armée, finalement. Au contraire, par contre, de Végès, qui livre de nombreux détails sur l'organisation journalière de la Légion et sur les différentes tâches assignées aux officiers. Il a rédigé un traité, donc le traité de la chose militaire, et grâce à celui-ci, nous savons notamment que le service et la paye s'écrivaient jour par jour, que le nom des gardes du camp, par exemple, était inscrit sur des tablettes, ou encore que la durée des congés était enregistrée. À cette fin, bien entendu, il recommande le recrutement de soldats aptes à pouvoir écrire, lire et compter, ce qui n'était pas toujours le cas, bien entendu. Alors actuellement, le plus ancien document qui mentionne explicitement un tabularium militaire est une lettre qui concerne l'arrivée de nouvelles recrues dans une cohorte, donc rédigée le 24 février 103 après Jésus-Christ, donc c'est assez précis. Les dédicaces de construction sont quant à elles plus tardives et datent essentiellement de la fin du 2e et 3e siècle de notre ère, ce qui est normal parce que c'est la période où va commencer à, on va remarquer un essor important de l'épigraphie dans les camps. Pourtant, bien entendu, on sait que ce service devait exister dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque sont créés les premiers camps permanents, donc vers le milieu du 1er siècle. En témoignent plusieurs ensembles documentaires, et ça c'est un cas vraiment exceptionnel, donc des ensembles documentaires dont la datation s'échelonne entre le 1er siècle et le milieu du 3e siècle de notre ère. Ça peut se présenter sous différentes formes. Vous avez ici à gauche un ostracone, donc un tesson de céramique, retrouvé dans le camp romain de Golaïa. Il y en a eu plusieurs, il y en a plus de 160, si mes souvenirs sont bons, où vous avez écrit sur ce tesson un rapport journalier. Au centre, vous avez un papyrus, qui est une liste d'effectifs découverte à Dour Aéropos, donc liste d'effectifs de la garnison. Et à droite, vous avez les tablettes, un exemplaire en tout cas des fameuses tablettes de Vindolanda, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. On en parle assez souvent puisqu'ils en découvrent quasiment toutes les semaines, tous les mois. Avec une fois, voilà, je vous ai mis ici une lettre de Masclus, donc un soldat au préfet du camp, au commandant du camp. Donc ce sont vraiment des exemples, enfin, des cas de figure tout à fait exceptionnels qu'on ne retrouve pas souvent, en tout cas pas pour le contexte civique, ce qui est bien dommage. Alors, le tabularium est présent dans différents corps de troupes, dans la Légion d'abord. On sait qu'il y en a au moins 3. Le tabularium legionis, qu'on connaît le mieux, qui est dirigé par un chef de service qu'on appelle le cornicularius, qui tient son nom du fait que son casque est orné de cornes, un actarius, donc le responsable de l'organisation du service journalier, mais aussi des librari et des exacti, donc des préposés aux écritures et des comptables. Autre tabularium, le tabularium principis, qu'on connaît déjà beaucoup moins, qui intègre des optionnes, donc si vous voulez des lieutenants, des centurions de la première cohorte qui est la plus importante dans une légion et qui est commandée généralement par des gradés, plus haut gradés,
par l'état-major. Il y a également des librairies, donc des préposés aux écritures, comme pour le tabularium précédent. Et donc on peut penser, voilà, que le tabularium est celui de l'état-major, mais de nouveau on n'en est pas exactement sûr. Un troisième, un tabularium equitum, donc, dont l'organisation est inconnue. On a seulement une mention fragmentaire de celui-ci. Mais bon, par son nom, on sait qu'il s'agit du tabularium des equites legionis, donc des cavaliers de la Légion. Alors, dans les troupes auxiliaires, il existe également un tabularium. Alors, les troupes auxiliaires sont des troupes qui, à la base, viennent suppléer les légions durant la République. Et puis, à partir d'Auguste, ça va vraiment être des unités de combat indépendantes qui intègrent les peuples, donc des soldats venus des peuples conquis. Son organisation se calque sur celle du tabularium legionis. Donc, on trouve à la tête du service administratif qui gère donc la 500 à 1000 hommes, un cornicularius, un actarius et divers libraries. Enfin, on trouve également un tabularium pour des plus petits détachements, d'un nombre qui varie entre 500 et 100 hommes. Chaque détachement envoyé en mission possède donc son petit département administratif, et généralement dans ce cas-là, c'est le librarius qui est le chef de service, parfois aidé par 3 ou 4 adjoints préposés aux écritures. Alors, le rôle de ce tabularium diffère un peu, vous allez le voir, de celui présent dans les cités, sur le fait que on s'occupe ici aussi de rédaction et de gestion de documents. Donc des documents qui ont trait à deux choses. D'une part, l'organisation de la vie quotidienne, journalière, donc des rapports journaliers, des effectifs disponibles jour après jour, les services de garde, les permissions, mais aussi les promotions et transferts. Donc je vous ai remis le papyrus de Doura, qui est une liste d'effectifs. Et si vous regardez bien, vous verrez une série de... En fait, c'est une liste de noms, côté desquels vous avez soit un petit rond, soit une barre horizontale, et qui indique en fait la présence des soldats pour ce jour-là en question. Donc s'ils sont là, ils sont... Pour les officiers, c'est un rond, une barre pour les soldats, comment dire, les simples soldats ou les sous-officiers. Et ceux qui ne sont pas présents, on ne met rien. Autre type de document, bien entendu, la comptabilité, puisqu'il fallait les payer, les soldats, donc l'enregistrement des paiements, la solde et l'épargne aussi de ces soldats, puisque ces soldats qui pouvaient parfois se faire énormément d'argent épargnaient pour avoir gardé un pécule pour la fin de leur service. La différence aussi, c'est ici, c'est qu'on voit un réemploi dans les ensembles documentaires, on note un réemploi des supports qui montre que les documents sont conservés sur une très courte période. Généralement, pour les plus courts, on va les réemployer même le jour d'après. Pour les plus longs, grand maximum, 1 an. Donc c'est vraiment une documentation qui tourne énormément, une documentation qui n'est pas forcément conservée sur le long terme. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le tabularium militaire n'est pas seulement un dépôt, finalement comme dans les cités, mais également un véritable secrétariat où on va rédiger énormément de documents à la journée. C'est pour ça que j'ai changé le titre d'ailleurs, je parle d'édifice administratif plutôt que édifice d'archives qui serait un petit peu réducteur. Alors, le tabularium peut également, dans certains cas particuliers, servir de lieu de réunion pour des associations militaires. Donc, dans le cas des légions, on sait par exemple à Lambèse que le tabularium légioniste est composé de 45 personnes, un nombre suffisant pour organiser des réunions, organiser une association militaire qui regroupe ces personnes qui travaillent au même endroit. Alors, à Lambèse, c'est vraiment un cas particulier parce que c'est un des quartiers généraux qui est le mieux fouillé, qui est pas le mieux conservé, mais en tout cas le plus connu à l'heure actuelle. Et on y a retrouvé une inscription, vous voyez dans la pièce numéro 5, avec le règlement du collège au centre et sur les pilastres à gauche et à droite, les noms des responsables, des comptables et aussi des archivistes. Donc c'est vraiment un cas très particulier. Pour le localiser, le tabularium militaire dans un camp, c'est assez simple. On s'entend. Les dédicaces mises au jour proviennent toutes du quartier général du camp, et particulièrement des angles. Alors l'avantage de ce type d'architecture, je reviens ici juste, c'est bien sûr une localisation qui semble assez logique, puisque l'ensemble de cet édifice regroupe en un même lieu finalement les éléments nécessaires à l'organisation
de la vie du castrum. Alors ce qui est pratique, c'est que le quartier général, on le trouve toujours, puisqu'il est situé au centre du camp. Mais aussi, ce qui est pratique, c'est que sa planimétrie a tendance à se standardiser à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir ici. Alors normalement, ça devrait être tourné vers le haut, mais vous avez chaque fois un corps avant, un corps arrière, un corps droit, un corps gauche, une cour au centre. Et alors dans le corps arrière, vous avez la chapelle aux enseignes au centre, et alors des collatéraux où sont retrouvées les inscriptions, en tout cas des inscriptions dédicatoires, ou ce qui peut sembler des inscriptions qui peuvent permettre de restituer le tabularium à cet endroit. Alors il y a parfois des exceptions en fonction des contextes. Doura Europos en est une belle, donc en Syrie. Là, l'armée romaine va arriver en tout cas vers la fin du IIe siècle, deuxième moitié du IIe siècle, pour s'établir dans la ville. Plutôt que construire un camp, ils vont s'y établir directement. Ils vont réquisitionner, comme vous voyez ici à gauche, une partie du temple d'Artémis Azanacona. Ils vont construire donc un mur. Ici, vous voyez un mur qui est nord-sud, qui va alors isoler une partie de ce temple, de ce sanctuaire. Et ils vont en faire leur quartier général, donc pour la garnison, qui est une cohorte auxiliaire, d'archers, bref, et de cavaliers. Et c'est dans ces pièces-là, donc vous voyez au-dessus, notamment la W13, alors je vais essayer de vous l'indiquer ici au-dessus, où ont été retrouvés les papyri qui font état donc qui sont la documentation en fait de cette garnison. Par la suite, à Doura, donc juste au sud de ce temple, on parle de 20 à 30 années après, va être construit un principia, donc qui se trouve ici à droite, et qui lui ne va pas être destiné à la garnison, mais aux vexillations, aux petits détachements qui transitent par la ville, sachant que Doura va servir de tête de pont pour un certain nombre d'invasions contre les Parthes dès la fin du IIe siècle et durant le IIIe siècle. Donc aussi on a vraiment un cas de figure particulier où les Romains ne vont pas modifier le temple, juste construire ce mur pour séparer le quartier général et devoir s'adapter finalement aux conditions, au contexte de l'endroit. Alors ces ensembles documentaires permettent également de localiser ces bureaux, donc je l'ai déjà dit pour le temple d'Azanacona, donc la pièce W13, où ont été retrouvés un certain nombre de papyri, mais aussi à Golaya, on est toujours en Afrique du Nord ici, donc en Libye, où une série d'ostracas, donc avec des rapports journaliers, ont été retrouvés le long du mur sud des Principia, donc vraiment à la sortie des deux corridors. Donc visiblement, il y avait, vous le verrez d'ailleurs après, il y avait des bureaux à cet endroit-là. Alors pareil, ici on retrouve une série de découvertes ponctuelles. Alors en Niederbiber, en Allemagne, qui est un camp auxiliaire du Limes Nord, au nord de l'Empire, où on a retrouvé, outre une inscription à un génie du tabularium, dans une petite salle annexe, une série d'artefacts comme ceci. Donc, vous avez en haut à gauche des renforts de coffres, ou de boîtes en tout cas, des petites charnières à fiches au centre, puis à droite des clés à panneton, en bas à gauche de nouveau des charnières de coffres, et en bas à droite des pennes donc, qui permettent d'ouvrir et fermer un coffre. Alors, je vous ai mis une petite représentation pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblaient, bon, ils ne sont pas exactement de la même typologie, mais les renforts de coffre, à quoi ils pouvaient servir. On trouve d'autres découvertes un peu plus ponctuelles. Alors, un couvercle de capsa en bronze à Vidolanda, qui est une boîte cylindrique où on plaçait des rouleaux. Vous en avez une représentation ici, alors de nouveau vous êtes peut-être un peu loin, mais le soldat en question ici pose son pied droit sur une capsa pour faciliter l'écriture. Vous avez bien entendu des stylis, donc pour écrire sur des tablettes en cire, ici au-dessus. Et alors, plus rare, des règles en os. Alors à la base, de nouveau, ça avait été interprété d'une autre manière par les archéologues, comme des étiquettes de sacs, mais en fait, bon, ça ne correspond pas du tout au niveau de la typologie. Et j'ai remarqué donc que cette typologie correspondait à quelque chose d'autre, qui sont en fait des petites règles à écrire qu'on trouve régulièrement dans des sets d'écriture, finalement tout fait. On en a retrouvé plusieurs dans des tombes. Et donc vraisemblablement, ce sont aussi là des instruments liés à l'écriture. Et donc toujours localisés dans ces angles des collatéraux des Principia. Alors on a aussi parfois des aménagements encore
particulier. Là, pour le coup, c'est rare, c'est le seul exemple qu'on a ici. On est de nouveau à Golaya, en Libye, donc la salle numéro 11, donc le carré, le rectangle en bas, celui qui est le plus inférieur. On a retrouvé un scriptorium. Alors, les photos sont vieilles, malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Donc, vous avez au centre un petit pupitre qui servait à déposer des documents, et de part et d'autre, une série de banquettes où étaient retrouvées des petites inscriptions rédigées en ce qu'on appelait en point dur, donc avec des stylis, vraisemblablement. Donc là, on a une activité d'écriture à cet endroit-là. Des banquettes, on en retrouve souvent aussi, elles sont souvent localisées donc, dans ces collatéraux, sachant que dans l'Antiquité, en tout cas l'Antiquité romaine, les supports d'écriture n'étaient pas, comme les tables aujourd'hui par exemple, n'étaient pas employés, en tout cas très rarement. Un scribe écrivait assis sur sa jambe en tout cas, ou alors s'il devait prendre des petites notes, il pouvait le faire debout. Et donc on n'a pas, il faut oublier les tables qu'on voit apparaître au Moyen-Âge. Donc pour les scribes de l'Antiquité, c'est un petit peu différent. Alors je n'ai pas mentionné, je pense, je vais revenir 2 secondes ici. Donc vous avez la salle W13 et la salle juste à côté, en fait, la W14. Là, pareil, on a une série de banquettes où ont été retrouvées donc dessus des traces de calame, donc de l'encre. Donc vraisemblablement, là aussi, on avait des commis aux écritures qui essuyaient leur calame régulièrement sur les murs et sur les banquettes. Donc ça en était recouvert. Alors, malheureusement, je n'ai pas de photos, que des descriptions de ça. Donc voilà, ce sont des choses qui sont assez ponctuelles, qui sont retrouvées assez rarement. Là, ce sont des contextes particuliers, des contextes, on est dans le désert, hein, donc les choses, en tout cas, ce genre de choses sont bien conservées, ce qui ne sera pas le cas dans nos régions, malheureusement. Dans les régions plus froides, par contre, c'est la mise en place d'un chauffage par hypocauste dans les pièces situées dans les angles des collatéraux qui trahit vraisemblablement la présence d'un personnel administratif. Donc ce déjà vers la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, on voit apparaître donc, ces systèmes de chauffage. Donc, je vous les ai indiqués par des flèches rouges ici, et de nouveau, ils sont majoritairement localisés dans les angles des collatéraux. Alors bien entendu, pourquoi imaginez un commis aux écritures qui devait écrire par des températures parfois négatives. On a des témoignages au Moyen-Âge qui nous décrivent l'engourdissement des doigts. Vraisemblablement, c'est le cas ici. Donc, ils avaient besoin de se réchauffer un petit peu durant leurs activités. Alors, généralement, on constate aussi, d'ailleurs, il y a une adaptation. On a d'abord des chauffages, donc 2 systèmes de chauffage successifs. On a d'abord un chauffage qui est établi sur pilette. L'inconvénient de ce type de chauffage, c'est que c'est à la base prévu pour des bains et que ça chauffe extrêmement fort. Donc, on peut dépasser les 30 degrés avec ce type de chauffage réparti sur toute une pièce. Donc forcément, on va voir à partir du 3e siècle une adaptation. Ils vont faire des chauffages juste à canaux, donc ils vont vraiment chauffer certaines parties de la pièce et qui vont donner une température un peu plus agréable, d'une vingtaine, peut-être 20-21 degrés, selon les estimations réalisées. Alors, le développement architectural du tabularium est donc plus important dans les camps du fait des nombreuses tâches qui incombent au service administratif de l'armée. L'organisation du travail journalier, la rédaction des documents, les compilations ou encore l'archivage nécessitaient inévitablement plus d'espace. Il faut donc concevoir le tabularium militaire comme un service administratif comportant potentiellement plusieurs pièces. Naturellement, les besoins et donc l'échelle des structures y répondant étaient adaptés en fonction des effectifs d'unité. Donc on ne va pas avoir un tabularium de même ampleur pour une légion que pour une cohorte auxiliaire qu'un simple détachement, ça va de soi. Les seuls ornements dignes d'intérêt étaient donc apparemment réservés au lieu de réunion des fonctionnaires. De nouveau aussi, dans ce cas-ci, on va plutôt parler de ça pour les légions, peut-être moins déjà pour les cohortes auxiliaires. En outre, la grosse différence aussi avec le tabularium civique, si la protection des archives donc, était une préoccupation majeure dans le contexte civique, la norme sera au contraire d'accroître l'accessibilité des collatéraux où se trouvent les bureaux. La multiplication des entrées secondaires ne peut être considérée comme fortuite et s'expliquerait logiquement par la nécessité d'aller et venir régulièrement dans une zone où sont regroupés tous les services du jour et les archives relatives à ces activités quotidiennes. Pour autant, ces salles n'étaient pas largement ouvertes sur l'extérieur et pouvaient également être fermées par des portes. Donc je vous ai mis une série de camps, soit légionnaires et auxiliaires. On voit très bien la manière dont sont desservis les collatéraux. Donc vraisemblablement, il y a beaucoup de passages
la rédaction des documents et l'administration d'une unité militaire demandent donc beaucoup une activité administrative accrue, et donc c'est pour ça qu'on va renforcer l'accessibilité des Principia en y intégrant, en tout cas des collatéraux, en y intégrant une série de corridors. En guise de conclusion, il apparaît donc que le mot tabularium est employé pour désigner non seulement un édifice ou une partie d'édifice, mais également un service au sens large du terme, dont les fonctions consistent en l'entreposage et la gestion de documents. Les spécificités propres au contexte dans lesquels il est mis en place ont toutefois pu être mises en évidence. Alors, à l'issue de mon travail, le nombre d'édifices pouvant être identifiés de manière irréfutable reste relativement faible. Toutefois, de fortes présomptions existent désormais pour certains d'entre eux. La confrontation des sources écrites et archéologiques a permis de déterminer quelques critères pertinents pour les identifier sur le terrain. Nonobstant ces résultats, l'élaboration de cette étude s'est heurtée à plusieurs difficultés, on les a déjà un peu évoquées. La première réside dans la qualité très variable de la documentation archéologique. Alors, il est crucial que les sites fouillés au XIXe et au XXe siècle soient maintenant réétudiés afin d'en compléter les informations lacunaires, mais aussi de revoir entièrement leur chronologie. Ce problème touche également le matériel archéologique dont l'inventaire est souvent inexistant, sauf quelques cas particuliers qui sont bien documentés. C'est très difficile de savoir où tel objet a été retrouvé de manière précise. L'autre difficulté majeure tient au nombre très faible d'édifices identifiés par une inscription. Malheureusement, on a quelques inscriptions, mais la plupart, je dirais environ 80-85%, sont découvertes hors contexte, donc on ne peut pas leur associer de vestiges, ce qui est un problème. Et il ne fait donc aucun doute que la fouille de certains centres monumentaux, alors j'en ai repéré certains comme Galles, Formia ou Castrum Novum en Italie, ne pourrait qu'être bénéfique et viendrait inévitablement enrichir notre connaissance matérielle sur l'édifice. Ce travail a donc jeté les bases d'une recherche qui est loin d'être terminée, qui demande encore à être poursuivie donc. Les contraintes imposées par une thèse de doctorat, bien évidemment, obligent forcément à faire des choix. À l'avenir, il serait intéressant d'entreprendre une investigation plus systématique de certaines régions. Les quartiers généraux des camps du Limès de Récy, par exemple, sont documentés par d'anciennes archives encore mal exploitées, qui mériteraient un examen attentif. Espérons donc que de nouvelles découvertes puissent permettre de redonner toute son importance à l'administration romaine, trop souvent passée sous silence par les auteurs de l'Antiquité. Merci.